Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un format Les Académiques de Melchior. Je suis Béatrice Couéron, professeure d'économie et je dirige le site Melchior développé en partenariat entre l'Institut de l'entreprise et l'Éducation nationale. Alors j'ai grand plaisir en plus d'ouvrir cette session sur quels outils pour lutter contre le changement climatique qui est au cœur des programmes d'enseignement. Et Kathleen Schubert nous a fait le plaisir d'être l'intervenante de cette session et Patrick Artus a accepté de la modérer. Donc, j'ai le plaisir maintenant, Patrick, de te passer la parole pour lancer les festivités. Et je vous souhaite à tous et toutes un bel échange et je vous invite d'ores et déjà à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'elles puissent être posées à Kathleen Schubert. Merci beaucoup. Kathleen, merci de ta présence ce soir. Je crois que tu veux parler de deux sujets, en fait, qui s'enchaînent naturellement. Le premier sujet, c'est où nous en sommes des émissions de CO2 par rapport aux objectifs d'émissions qui ont été définis. Quelles sont les grandes politiques qu'on peut utiliser pour décarboner l'économie? On peut avoir des politiques climatiques, et j'y viendrai précisément dans un instant, mais on peut aussi avoir des politiques, par exemple, de réduction de la croissance, des politiques de réduction de l'intensité énergétique de l'économie. Et puis, dans un deuxième temps, tu veux adresser vraiment la question des politiques climatiques, des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a différentes politiques qui sont d'ailleurs mises en place en général simultanément. Il y a des politiques réglementaires, par exemple l'interdiction d'installer des chaudières au fioul, ou l'interdiction en Europe après 2035 de vendre des voitures qui ne seraient pas électriques. Il y a des politiques qui font intervenir des mécanismes de marché, par exemple la taxe carbone. Il y a des subventions, par exemple les subventions publiques à la décarbonation de l'industrie. Il y a des politiques d'engagement volontaire des États ou des entreprises. Et puis, il y a des politiques d'une nature différente qui sont plutôt, par exemple, qui sont la politique monétaire. On parle de verdir la politique monétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je crois que nous sommes impatients d'entendre à la fois sur l'état des lieux et les grands choix qui sont ouverts, et puis sur une analyse des avantages et inconvénients des différentes politiques économiques qui peuvent être utilisées pour réduire le réchauffement climatique. Donc, je te passe la parole et nous reviendrons avec des questions à la fin de ton exposé. Merci, Patrick. Alors, alors évidemment, 1 heure, c'est très, très court pour couvrir tout ce vaste programme. Mais je vais essayer de vous donner le principal. Donc, je voulais commencer en expliquant en fait la nécessité urgente de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je voulais vous expliquer ce qu'on appelle le budget carbone ou plus généralement l'horloge climatique. Ce qui se passe, c'est que les scientifiques ont montré qu'il y a une relation quasiment linéaire entre les émissions de CO2 cumulées au cours du temps et l'accroissement de température par rapport à la moyenne pré-industrielle. Donc, je vous montre la courbe. Non, j'arrive pas. Bon, tant pis. Ça veut dire que depuis la révolution industrielle, en fait, on a accumulé dans l'atmosphère des émissions de CO2 et de façon plus générale des émissions de gaz à effet de serre, et que la somme de toutes ces émissions, que l'augmentation de température est proportionnelle à la somme de toutes ces émissions. Ce que ça veut dire, c'est que si on a un objectif de limitation de l'augmentation de température, il faut forcément à un moment avoir un plafond sur les émissions cumulées, donc un maximum des émissions cumulées. C'est ça qu'on appelle le budget carbone global. Le problème, c'est que de ce budget carbone global, on a déjà dépensé beaucoup, parce qu'on a déjà beaucoup émis. Donc, il nous reste un petit peu à émettre, et le GIEC a fait des calculs. Bon, là, il y a des calculs plus récents, mais celui-ci est très représentatif. Donc, compte tenu des émissions cumulées depuis 1870, la révolution industrielle, et 2018, le GIEC estimait en 2018 un budget de carbone restant
pour limiter l'augmentation de température à 2 degrés à 1170 gigatonnes de CO2. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais si on considère que les émissions mondiales de CO2 en 2018, c'était 42 gigatonnes, si on divise 1170 par 42, vous voyez que si on continue à émettre au même rythme, on aura épuisé notre budget carbone en 28 ans. Si l'objectif, c'est de limiter l'augmentation de température à 1,5 degré Celsius, même calcul, on aura épuisé notre budget de carbone en 10 ans. Ça, c'était en 2018. Autant vous dire que on y est, quoi, qu'on a quasiment épuisé notre budget carbone. C'est pour ça que la lutte contre le réchauffement climatique a ce degré d'urgence qu'on reconnaît maintenant. Parce que si on veut vraiment très sérieusement limiter l'augmentation de température, il faut arriver à zéro émission nette, ce qu'on appelle zéro émission nette, extrêmement vite. Voilà, donc ça c'est le point vraiment central. La question c'est comment on y arrive. L'objectif zen c'est zéro émission nette. J'aime bien zen parce que bon, voilà, ça nous présente un futur sympathique. Donc, il faut atteindre zéro émission nette parce que le budget carbone est fini. Net, ça veut dire que on pourra toujours émettre un peu, mais que ces émissions résiduelles, disons, devront être absorbées, par exemple par des forêts ou par des technologies dont je vous parlerai un peu tout à l'heure. Donc, on voit ce qu'il faut faire, zéro émission nette. Maintenant, donc le GIEC nous dit que ça devrait être atteint bientôt, quoi. Disons 2075 pour plus 2 degrés Celsius, 2050 pour plus 1,5. Donc 2050, c'est l'objectif que l'Europe s'est donné, et la France aussi, zéro émission nette en 2050. Comment faire? Donc on a cette identité qui est très simplette, hein, c'est rien de formidable, mais qui décompose les émissions de CO2 en 4 choses. Population, c'est-à-dire la démographie, que multiplie croissance par tête, PIB sur population, que multiplie énergie sur PIB, ça s'appelle l'intensité énergétique du PIB, combien d'énergie on a besoin pour produire 1 euro de PIB, et que multiplie enfin l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire le contenu en carbone de l'énergie. Et donc finalement, si on veut faire baisser les émissions de CO2, on peut faire baisser la population, ou baisser la croissance, ou baisser l'intensité énergétique du PIB, ou baisser l'intensité en carbone de l'énergie, ou baisser tout à la fois. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez en vrai ce qui s'est passé entre 1980 et 2015, donc sur une période pas très longue. Les émissions, vous voyez, qui augmentent, la population qui augmente, la croissance qui augmente. Vous avez un truc qui est à peu près constant, qui baisse un petit peu, c'est le contenu en carbone de l'énergie. Et ce qui a vraiment carrément baissé, c'est l'intensité énergétique du PIB. Donc, historiquement, si on a observé que les émissions n'ont pas augmenté autant qu'elles auraient pu, c'est dû à la baisse de l'intensité énergétique du PIB. C'est pas dû à la baisse de la croissance, c'est pas dû vraiment à la décarbonation. C'est ce paramètre qui a été crucial. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, bon, je repars sur mes 4 points. Réduire la croissance de la population. Les économistes hésitent un peu à recommander cette solution parce que c'est vraiment quelque chose qui touche à d'autres dimensions que les simples dimensions économiques. Donc, je laisse ça de côté. Réduire la croissance économique, on voit bien que ça marche. On a vu pendant le Covid, ou la Covid, les émissions ont baissé très clairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'activité. Donc tout ça c'est cette option décroissance, disons, qui est populaire, qui commence à être populaire dans une certaine frange de la population, chez des jeunes par exemple, surtout chez des jeunes d'ailleurs. Ça veut dire donc faire décroître le PIB par tête. C'est une option qui clairement n'est pas acceptable pour les pays pauvres, qui sont pauvres, donc qui ne peuvent pas accepter cette option décroissance. Et pour les pays riches, c'est une option qui a un très faible support social. On ne voit pas un parti politique se faire élire en démocratie sur un programme de décroissance. Donc, bon, je vais laisser un peu de côté cette option réduire la croissance économique. Je veux quand même souligner que pour un économiste, la croissance, c'est pas un bon objectif en fait, c'est pas un vrai objectif. Ce qui est important, c'est pas la croissance du PIB, c'est la croissance du bien-être. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Peut-être qu'on peut arriver à avoir des niveaux de croissance du PIB moins élevés en décarbonant,
en luttant contre le changement climatique, tout en gardant des niveaux élevés de bien-être et des bien-être qui augmentent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. J'essaierai d'y revenir. Donc, ça, c'est pour la croissance. L'intensité énergétique du PIB, donc ça veut dire produire le même nombre d'euros de PIB avec moins d'énergie. Donc ça, deux aspects, enfin trois aspects même. Pour les ménages, c'est changer de comportement. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la sobriété volontaire. Donc vous décidez de changer de comportement, vous mangez moins de viande, vous continuez à manger tout de même, hein, donc vous n'arrêtez pas de manger, donc le PIB ne va pas forcément diminuer, mais simplement votre consommation va être moins intensive en gaz à effet de serre. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des changements de comportement. C'est compliqué à aborder parce qu'on ne sait pas très bien comment déclencher ces changements de comportement volontaires. Pourquoi est-ce que les gens se mettent à manger moins de viande? Pourquoi est-ce qu'ils décident, les jeunes surtout, dans votre classe d'âge, de moins prendre l'avion? Voilà, donc il faut garder ça en tête également. C'est un levier potentiellement important. Du côté des entreprises, vous avez des changements de mode de production. Donc, recycler, faire une économie circulaire, donc réutiliser les choses, plus d'obsolescence programmée. Enfin bon, on peut également décliner cela. C'est aussi une option importante. Et puis, vous avez les progrès technologiques. Progrès techniques qui économisent l'énergie. On voit bien dans les voitures, les modèles de voitures sont de plus en plus efficaces. Vous faites 100 km avec beaucoup moins d'essence que quand moi j'étais jeune. Donc ça, c'est vraiment des progrès techniques, ou les LED, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Ça permet de réduire l'intensité énergétique du PIB. Et enfin, vous avez la réduction du contenu en carbone de l'énergie. Donc ça, c'est la décarbonation, c'est la transition énergétique. Donc c'est en deux étapes. Décarboner la production d'électricité d'abord, et ensuite passer à l'électrique vert, l'électrique propre, les transports, le résidentiel, le tertiaire et l'industrie. Voilà, donc vous avez toutes ces options sur la table. Mon avis, donc j'y reviendrai à la fin, c'est qu'il faut un mix de tout ça, enfin au moins un mix de changement de comportement, de sobriété, donc de recyclage, d'économie circulaire, de progrès technologiques et de décarbonation de la production d'énergie. Donc c'est vraiment ces c'est le dernier levier là qui sont cruciaux à mobiliser tous en même temps. Mais ils ne vont pas être mobilisés, ils vont pas se produire par magie. Donc c'est pourquoi on voit bien que la politique économique, la politique climatique va être complètement cruciale. Alors juste un tout petit point, je vais m'intéresser principalement donc à la décarbonation de l'énergie, la politique permettant de décarboner l'énergie. Un tout petit point, on pourrait se dire, ok, mais peut-être que finalement le problème va se régler parce qu'on va tomber à court d'énergie fossile. Peut-être que le charbon va s'épuiser, le pétrole va s'épuiser, le gaz va s'épuiser, et que donc le problème va se régler tout seul. En fait, ça c'est tout à fait faux. Il faut vraiment savoir que les énergies fossiles ne sont pas rares. Donc ça, c'est un petit graphique qui le montre très bien. Vous avez ici, sur la barre de droite, les réserves mondiales en noir et gris, disons, de pétrole, en gris plus clair de gaz et en gris très très clair de charbon. Vous voyez qu'on en a beaucoup, c'est des gigatonnes de CO2 équivalent. Et dans les barres de gauche, vous avez quel est le budget carbone qui nous reste si on veut limiter l'augmentation de température à 2 degrés ou à 1 degré. Visuellement, vous voyez tout de suite qu'on a beaucoup plus de pétrole, de gaz et de charbon que ce que notre budget carbone nous permet d'émettre. Autrement dit, si on attend d'avoir épuisé tout le charbon, tout le gaz et tout le pétrole et qu'on pense que comme ça va régler le changement climatique, on se sera pris plus 4 ou plus 5 degrés d'augmentation de température. Voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Ce n'est pas l'épuisement des réserves d'énergie fossile qui va régler notre problème. Donc, la logique, c'est que puisque les énergies fossiles sont en fait trop abondantes par rapport à l'objectif climatique, la logique, c'est que certaines devront rester sous terre. On ne va pas les extraire. Alors qu'on sait qu'on les a et que les personnes ou les États qui les possèdent aimeraient bien les extraire. C'est ce qu'on appelle des actifs échoués. Donc, ces réserves qu'on va être obligé de laisser sous terre. Donc, vous avez des travaux qui essayent d'identifier ces ressources fossiles échouées potentielles.
leur répartition géographique dans le monde. Et on voit bien que le charbon est potentiellement entièrement une ressource échouée. Il faudrait quasiment tout laisser le charbon en terre, arrêter de l'extraire tout de suite. Une bonne partie du pétrole aussi. Le gaz, moins, parce que le gaz est finalement moins émetteur de gaz à effet de serre, de carbone, mais il faudra également laisser une partie importante des ressources de gaz sous terre. Je voulais souligner ça parce qu'il faut mettre ça en regard avec le fait qu'aujourd'hui, l'exploration, pour trouver de nouvelles ressources fossiles, et les investissements dans cette exploration et dans l'exploitation de nouveaux champs de ressources fossiles se poursuivent. Donc, comment on réconcilie les deux? D'un côté, si on est sérieux par rapport au climat, il faudra laisser des énergies fossiles sous terre. D'un autre côté, on continue à en chercher. D'accord? Donc, j'ai pas de réponse absolue à ça, mais est-ce que c'est parce que la politique climatique des États n'est pas crédible? Les pétroliers n'y croient juste pas, ou les gens qui possèdent du charbon ou du gaz? Est-ce que c'est parce que les acteurs sont myopes et pensent que les actifs échoués, ce seront toujours ceux des autres? Moi, j'arriverai toujours à vendre mon pétrole. Bon, tant pis pour les Saoudiens s'ils n'y arrivent pas. Vous voyez, bon, là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir et à élucider. Cette espèce de schizophrénie entre nos objectifs climatiques et l'exploration, en fait, les investissements pour trouver de nouvelles ressources. Donc, je clôt là-dessus. Mais donc, il faut se débarrasser des énergies fossiles à court terme. Par quoi on va les remplacer? Donc, je vais surtout insister sur les énergies renouvelables qui sont quand même la voie du futur, disons. Donc, premièrement, l'idée, c'est que le long terme sera renouvelable. Donc, premièrement, vous dire que les énergies renouvelables ne posent plus vraiment de problème de coût. Ce n'est pas qu'elles sont chères, en fait. C'est plus le cas. Donc, vous voyez ici, c'est récent, hein, c'est des chiffres de 2003. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Mais bref, donc, en gris ici, vous voyez la zone de coût des énergies fossiles. Cette bande grise-là, c'est la zone de coût des énergies fossiles. En couleur, vous avez pour différentes énergies renouvelables, donc ça, c'est le solaire photovoltaïque. Par exemple, ça, c'est l'éolien offshore, ça, c'est l'éolien terrestre, ça, c'est la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité. Vous voyez l'évolution des coûts entre 2010 et 2022. Par exemple, pour le solaire photovoltaïque, en 2010, vous voyez que le coût était, ce qu'on appelle le LCOE, était extrêmement au-dessus du coût des fossiles. En 2022, vous voyez cette énorme baisse. Et maintenant, le solaire photovoltaïque est là, en moyenne dans le monde. Donc, ce n'est plus un problème de coût. Vous pouvez faire le même constat à des degrés divers, mais aussi pour les autres énergies renouvelables. Il n'y a plus vraiment de problème de coût. Le problème, c'est que ces énergies sont ce qu'on appelle pas pilotables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne sont pas disponibles en continu à la demande. On ne peut pas appuyer sur le bouton et être sûr qu'on obtient de l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que donc, ces énergies renouvelables modernes, leur production est variable. L'énergie solaire, vous en avez quand il y a du soleil, par définition. Sans lien avec la demande. Si vous avez envie de consommer la nuit quand il n'y a pas de soleil, vous allez avoir un problème. Elles sont donc variables. Elles sont incertaines. Pourquoi? Parce que si je continue avec l'énergie solaire, même si c'est le jour et qu'il y a des nuages, vous n'en aurez pas. Elles sont contraintes par la localisation géographique. Évidemment, c'est beaucoup plus facile dans le sud du Sahara, enfin dans le Sahara que je sais pas moi, qu'en Finlande. Hein. Et elles ont des caractéristiques économiques très particulières, donc des coûts fixes d'investissement très élevés et des coûts variables très faibles. Donc elles sont très différentes en fait des énergies fossiles. Donc on peut trouver des solutions pour gérer ces questions d'intermittence, hein, de non-pilotabilité, disons. Donc, soit on peut mettre une centrale à gaz à côté de chaque éolienne pour pouvoir allumer le gaz quand il n'y a pas de vent. Ça, c'est un peu ce qu'a fait l'Allemagne. Mais bon, c'est pas terrible pour le climat, évidemment. Hein. Soit on peut essayer de faire de la diversification géographique, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup de solaire en Espagne et vous faites des lignes de transport d'électricité pour l'amener jusqu'au nord de l'Europe.
et vice-versa, vous faites des lignes pour amener l'électricité éolienne dans le sud, dans l'autre sens. Hein. Soit on fait du stockage, mais ça, on a besoin encore d'innovation vraiment importante pour arriver à faire ça à grande échelle et en intersaisonnier, été-hiver. Soit on gère la demande, c'est-à-dire qu'on explique aux gens que quand il n'y a pas de soleil, ben, on ne consomme pas. Okay. Enfin, je vous le fais un peu rapide. Voilà, donc il y a des solutions. De nouveau, toutes ces solutions et l'introduction de ces énergies renouvelables vont nécessiter l'intervention de la politique économique. Un simple exemple, hein, l'exemple du stockage, on a besoin donc de beaucoup d'innovation pour arriver à obtenir des possibilités de stockage technologique intersaisonnier à grande échelle. Ces innovations ne vont pas se produire par miracle, hein, et sans ces innovations en matière de stockage, le déploiement des énergies renouvelables restera limité. Donc, il y a vraiment besoin d'une politique, ici en l'occurrence, une politique publique de soutien de l'innovation. Voilà, je voulais vous dire un dernier mot parce que ça c'est moins connu, mais avant de passer vraiment à la politique climatique proprement dit, mais il me semble que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières conférences internationales sur la politique économique, la politique climatique. On voit que les producteurs d'énergie fossile, finalement, aimeraient beaucoup continuer à utiliser leurs énergies fossiles, à continuer à vendre leur pétrole, leur charbon et leur gaz. Et ils comptent énormément sur de nouvelles choses qu'on appelle captage et stockage du carbone et émissions négatives. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait, il y a plusieurs choses, ça recouvre plusieurs choses. Mettre à la sortie des centrales à charbon, par exemple, des filtres qui permettent de capturer les émissions de CO2. Donc ça, c'est la partie captage. On capte les émissions de CO2 à la sortie des centrales thermiques, on les met dans des pipelines, on les envoie, par exemple, dans d'anciens puits de pétrole. On ferme et on espère que ça va rester là. On sait faire ça, c'est pas très coûteux, enfin, c'est coûteux, mais pas exorbitant. Donc ça, c'est une possibilité CSC pour continuer à utiliser du fossile. On peut faire ce qu'on appelle des émissions négatives. Reforestation, par exemple. Pourquoi? Parce que quand on plante des forêts, les forêts absorbent le carbone. Évidemment, vous avez quand même besoin de terre pour faire de l'agriculture. Donc, ça ne peut pas être une solution. On ne peut pas dire qu'on va capturer par la reforestation tout ce qu'on émet comme carbone dans l'atmosphère. Donc, vous avez ce problème de conflit d'usage des terres avec l'agriculture. Et puis, ce n'est pas permanent au sens où s'il y a un feu de forêt, ben, tout le carbone est relâché dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas une solution parfaitement fiable. Et puis, vous avez donc ce sur quoi comptent beaucoup maintenant les pétroliers, les producteurs d'énergie fossile. C'est ces nouvelles technologies sur lesquelles on investit beaucoup en recherche, qui sont des technologies de captage direct du CO2 dans l'air. Donc, on va récupérer les molécules de carbone dans l'air. Il y a différentes techniques que je ne vais pas vous développer. Elles ne sont pas à l'échelle, elles ne sont pas mûres. Mais pour le futur, on voit très clairement dans les négociations internationales que les producteurs de fossiles comptent beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, je clôt ici pour ces questions, qui était un petit panorama de cette transition, hein, et des questions qui se posent. Je vais passer maintenant plus spécifiquement à la politique climatique. Donc, la politique climatique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est très multiforme, comme on va le voir. Le but, évidemment, c'est le but final, hein, c'est d'inciter les agents, donc de les obliger à réduire leurs émissions de CO2 pour qu'on atteigne ce zéro émission nette en 2050. Donc là, je vous fais une liste, Patrick l'a déjà faite, hein, alors sauf que je n'ai pas mis la politique monétaire. Donc, je vais faire l'impasse sur la politique monétaire, mais donc je vous fais une liste. On peut donner un prix au carbone. Le carbone n'a pas de prix en l'absence de politique climatique. On peut donner un prix au carbone pour qu'en émettre soit coûteux. Donc, je vais développer ça un peu plus tard. On peut réguler les émissions par des normes, par des réglementations, ou bien on peut carrément interdire les émissions. On peut persuader les agents de réduire leurs émissions. Donc ça, c'est persuader les agents de devenir sobres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par des moyens informationnels ou alors en faisant appel à la responsabilité, à la honte même,
la honte de l'avion en Suède, hein, à la morale. On peut, ça c'est un truc qu'il faudrait faire en tout premier lieu, hein, supprimer les subventions aux énergies fossiles. Il y en a encore beaucoup dans le monde. Hein. En France, on a renoncé à supprimer la détaxation du fioul utilisé par les agriculteurs. C'est une subvention aux énergies fossiles. On a essayé, mais on ne l'a pas fait. Donc, typiquement, c'est des choses qu'on peut faire. Réaliser les investissements publics nécessaires à la transition. Donc ça, c'est très important. Un peu flou, mais important. J'y reviendrai aussi. On peut subventionner les alternatives aux énergies fossiles, aux technologies, aux biens intensifs en carbone. Et puis, on peut faire tout ça en même temps. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est un peu tout ça en même temps. Et plus la politique monétaire. Alors, je commence par le prix du carbone. Donc, donner un prix au carbone. On sait depuis, c'est vraiment l'économie élémentaire qui date de plus d'un siècle. Pigou, qui a expliqué en 1921 qu'il est efficace de donner un prix au carbone, sous forme, par exemple, d'une taxe carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, je dis carbone pour CO2 ou pour gaz à effet de serre, hein, pour aller plus vite, le carbone, quand il est émis sans que ça coûte, eh bien, on l'émet trop, on en consomme trop, parce que c'est gratuit, en fait, d'en émettre. Quand on donne un prix à ce bien, ben, les agents vont prendre en compte ce prix dans leur calcul économique, et le résultat, ça va être qu'ils vont moins en émettre parce qu'en émettre, c'est coûteux. Donc, ça permet de réduire les émissions de carbone, donc c'est efficace. Ça a une propriété fantastique, c'est qu'on montre que ça permet de les réduire à moindre coût, c'est-à-dire que c'est le moyen le moins coûteux finalement pour obtenir un niveau de réduction d'émissions donné. Et puis également, ça suscite l'innovation, ça oriente les investissements en rendant rentables les activités vertes. Quand vous rendez plus cher les activités brunes, disons, ben vous augmentez de ce fait la rentabilité des activités vertes. Donc vous incitez les agents à innover en activités propres, technologies propres, et à investir dans ces activités. Donc ça a beaucoup de vertus. Donc cette taxe carbone, ce prix du carbone, plus généralement, c'est, de mon point de vue, c'est totalement nécessaire. C'est cependant pas suffisant, donc une politique climatique ne peut pas uniquement être fondée là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a d'autres imperfections dans l'économie, d'autres externalités, d'autres imperfections. En particulier, donc les économistes insistent sur le fait que il est important également de subventionner les innovations vertes, la recherche, en fait, la recherche verte. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'il faut rediriger le progrès technique. Actuellement, le progrès technique est majoritairement dirigé vers des innovations qui ne sont pas vertes, quoi, qui sont pas orientées vers la transition. Et donc, rediriger le progrès technique, les efforts de recherche vers des innovations utiles à la transition climatique et énergétique, c'est quelque chose que la politique publique peut faire à l'aide de subventions, par exemple. Il y a d'autres imperfections. Les ménages ont des biais comportementaux. Ils sont sujets aussi à des contraintes de crédit. Prenons l'exemple des contraintes de crédit. Vous pouvez vouloir inciter beaucoup, en mettant un fort prix au carbone, les ménages à changer leur vieille voiture thermique pour une voiture électrique. S'ils sont contraints, s'ils n'ont pas les moyens financiers, ils ne le feront pas, ils ne le feront tout simplement pas. Donc, réorienter les consommations, réorienter les comportements vers des activités propres ou des consommations propres nécessite parfois d'aider les ménages qui sont contraints, en fait, financièrement, hein, qui sont sujets à des contraintes et qui donc ne peuvent pas le faire. Donc, ça, c'est important. Il y a toute autre sorte de raisons. Pensez, je vous cite là, externalité de réseau. Pensez par exemple aux voitures électriques de nouveau. Si vous n'avez pas de réseau de bornes de recharge, ça ne sert à rien de dire aux gens d'acheter des voitures électriques. Et plus il y a de bornes de recharge, plus le réseau est dense, plus acheter de voitures électriques, ça va être utile parce que vous n'aurez plus peur de tomber en panne au bout de 900 km, etc. Donc, il y a besoin aussi d'investissements publics pour initier ces réseaux de bornes de recharge, etc.
Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut complémenter le prix du carbone par d'autres instruments de politique économique. Deuxième point important, c'est que la taxe carbone, elle est efficace, les économistes aiment ça, et la mettent beaucoup en avant, mais c'est à peu près les seules personnes qui aiment la taxe carbone en réalité. En vrai, elle suscite de très fortes oppositions, donc on l'a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Les subventions sont plus populaires, mais ça c'est normal parce que vous préférez qu'on vous donne de l'argent plutôt qu'on vous en prenne. Mais même les normes et les réglementations sont plus populaires. Et ça c'est un peu moins normal. Donc il faut évidemment élucider ce point. Pourquoi est-ce que la taxe carbone suscite autant d'opposition? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à la mettre en place? Alors, donc pour poursuivre sur ce point, une des raisons pour lesquelles la taxe carbone suscite beaucoup d'opposition, c'est une raison très légitime, c'est qu'elle est régressive. Quand on met en place des impôts dans une économie comme la nôtre, on n'aime pas mettre en place des impôts régressifs. Ça veut dire quoi régressif? Ça veut dire qu'ils pèsent plus lourdement sur les pauvres que sur les riches. Le système fiscal, en général, est progressif. Hein. L'impôt sur le revenu est progressif. Plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôt sur le revenu. Là, ce n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que la taxe carbone est régressive? C'est parce que le poids de l'énergie, dans le pourcentage de la consommation d'énergie, est plus important dans les budgets des ménages plus pauvres que dans les budgets des ménages riches. Ils consomment plus, ils utilisent plus de leurs revenus pour acheter de l'énergie. Donc du coup, quand on taxe l'énergie fossile, quand on taxe l'énergie, c'est régressif. Donc c'est régressif dans l'espace des revenus, hein, ça pèse plus lourdement sur les plus pauvres. Et il y a aussi ce qu'on appelle une forte hétérogénéité horizontale, qui est une hétérogénéité qui ne porte pas sur le revenu, mais qui porte sur la localisation et les équipements. En particulier, il y a une forte différence entre les ruraux et les urbains. Si vous êtes pauvre, mais que vous habitez à Paris, dans un tout petit appartement, dans un immeuble, vous avez du chauffage collectif et que vous prenez le métro, finalement, la taxe carbone, elle ne va pas beaucoup vous affecter. Si vous êtes pauvre, même niveau de revenu, mais que vous habitez dans la campagne, dans une grande maison, passoire, à courant d'air, et que vous êtes obligé de prendre la voiture pour votre travail, là, la taxe carbone va beaucoup vous affecter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité horizontale, expliquée par les différences de localisation géographique, de disponibilité de transports en commun, de type d'habitat, etc. Et donc là, il y a un problème qui est également crucial à traiter, quoique pas très facile à traiter. Mais donc, les économistes quand même s'accordent à dire que si on veut donner une chance, disons, à la taxe carbone, qu'elle soit acceptée, il faut compenser ces effets régressifs, il faut les gommer d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est d'utiliser les recettes fiscales provenant de ces taxes, de façon à compenser ces effets régressifs. Donc en fait, l'idée est très simple. Hein. La taxe carbone rapporte des recettes fiscales. Il faut redistribuer, redonner, il faut faire des transferts avec cet argent en les ciblant de sorte que les plus vulnérables ne soient pas perdants. En fait. Donc, soit les plus pauvres, soit ciblés sur l'hétérogénéité horizontale. Enfin, il faut réfléchir à comment faire ça, mais il faut absolument compenser cette régressivité et ces effets indésirables dépendant de la localisation. Il faut quand même souligner que les normes et les réglementations sont tout aussi régressives que la taxe carbone. Là, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Et aussi, les subventions, ça profite principalement aux ménages riches. Donc, pourquoi est-ce que les réglementations, par exemple, et les normes sont aussi régressives que la taxe carbone? Pensez aux normes sur l'automobile. En fait, ça ne se voit pas. La taxe carbone, on le voit parce qu'on le paye. Les normes sur l'automobile ne se voient pas, mais en fait, les constructeurs les retranscrivent par les prix des voitures. Et donc, au final, si la norme est très sévère, le prix de la voiture va être très élevé, va être beaucoup augmenté. Et donc, au final, vous allez payer le coût de la norme. Le consommateur va payer le coût de la norme. Mais c'est caché, ça ne se voit pas. Et donc, c'est moins, le coût est beaucoup moins visible et donc il y a moins d'opposition vis-à-vis des normes et des réglementations. Jusqu'à un certain point, parce qu'on a bien vu que, par exemple, l'interdiction les ZFE en France, avec l'interdiction de certaines voitures thermiques dans certaines zones
urbaine suscite beaucoup d'opposition. Les gens, quand même, ne sont pas idiots. Ils comprennent qu'il y a des coûts cachés aux normes de réglementation. Il y a un autre aspect des normes et des réglementations qui fait que je pense peut-être qu'elles sont plus populaires que les taxes, c'est qu'en fait, avec une norme ou une réglementation, tout le monde est logé à la même enseigne. Avec les taxes, on a l'impression que finalement, les riches vont payer la taxe et puis voilà, pour eux, il ne se passe rien, tandis que c'est les pauvres qui vont être obligés de faire un effort. Les normes et les réglementations, en un sens, semblent plus justes. Voilà, donc je pense qu'il faut également, il faut élargir, disons, la vision qu'ont les économistes habituellement de l'efficacité de la taxe en prenant en compte ces considérations de justice, d'équité et de salience, disons, comme on dit, de l'instrument qui va faire qu'il sera plus ou moins bien accepté. Alors, juste si vous voulez, pour vous donner un exemple de la taxe carbone française, rapidement, c'est une taxe carbone qui a été mise en place, qui concerne d'abord les émissions provenant de sources diffuses, c'est-à-dire automobiles, enfin transport et habitat, 3/4 des émissions françaises, qui sont stables depuis 1990. Donc il faut bien noter que en France, il y a eu une politique climatique qui a consisté à mettre beaucoup de normes, beaucoup de réglementations sur l'habitat, le transport. Ça n'a pas fait bouger d'un iota les émissions de l'habitat et du transport. Hein. Ces émissions sont stables depuis au moins 1990. Donc, les instruments existants n'ont pas marché en réalité. Donc, après plusieurs tentatives avortées, on a mis en place cette taxe carbone appelée contribution climat-énergie en 2015. C'est une accise qui est appliquée au contenu en CO2 des énergies. Elle a été introduite à un taux très faible, avec un engagement du gouvernement d'augmenter régulièrement le taux au cours du temps. Et le gouvernement, en effet, l'a fait. Et à la fin 2018, elle a atteint un niveau de 44,6 € par tonne de CO2, ce qui n'est pas négligeable du tout. À ce moment-là, le gouvernement, c'était Nicolas Hulot, qui était ministre de l'écologie, a voulu l'augmenter d'une marge supplémentaire et l'a passer à 55 € par tonne de CO2. Et c'est là que le mouvement des Gilets jaunes, en fait, a arrêté le processus d'augmentation de cette taxe carbone. Donc, vous savez ce que c'est, hein, je n'ai pas besoin probablement de revenir là-dessus. Et la taxe carbone est restée figée depuis à 44,6 € par tonne de CO2. Donc, ce mouvement des Gilets jaunes a souligné à juste titre, probablement, que cette taxe carbone était régressive et que le gouvernement n'avait pas accompagné, en fait, la mise en place de cette contribution climat-énergie, de transfert vers les plus vulnérables, de façon à supprimer cette régressivité. Probablement, ça a été une erreur importante. Juste pour vous donner un exemple de travail que je vous cite, parce que en fait, c'est des doctorants ici à PSE qui ont fait ce travail qui était très intéressant, qui est une enquête sur un échantillon représentatif après le mouvement des Gilets jaunes. Donc, cette enquête a montré que les Français sont préoccupés par le changement climatique, qu'ils sont prêts à faire des efforts, mais qu'ils détestent la taxe carbone, même si on leur dit qu'on va redistribuer les recettes pour supprimer la régressivité. Donc, ils rejettent ça seulement à 70%. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Peut-être parce que l'enquête a été faite très près du mouvement des Gilets jaunes, donc c'était peut-être pas le bon moment pour la faire. Mais bon, ça c'est conjoncturel. Probablement parce que les gens surestiment en fait l'effet de la taxe carbone sur leur pouvoir d'achat. Ils ont peur que ça heurte leur pouvoir d'achat plus que ça ne le fait en réalité. Ensuite, il y a un truc important, c'est que les gens enquêtés, qui sont représentatifs, mettent en doute l'efficacité environnementale de la politique. Sur le mode, la taxe carbone, c'est juste une façon du gouvernement de prélever plus d'impôts. On ne croit pas que ça va vraiment faire baisser les émissions de CO2. Et enfin, il y a clairement un manque de confiance dans le gouvernement en général et dans le fait que les recettes vont bien être redistribuées, ce qu'on appelle le dividende carbone, qui sera bien redistribué. Ils pensent que ce n'est pas vrai, en fait. Le gouvernement ne va pas redistribuer ses recettes pour le caractère régressif.
Et donc, dans ces enquêtes, et ce n'est pas la seule enquête, hein, les enquêtes qui ont eu lieu après confirment ça, les Français préfèrent les normes environnementales, préféraient qu'on taxe l'aviation, bon, ok, et préfèrent aussi que l'État fasse des investissements verts en guise de politique climatique. Voilà. Un mot sur, toujours pour rester dans le concret hein, par rapport à la politique climatique, cette fois-ci au niveau de l'Europe. J'ai beaucoup parlé des ménages, de la taxe carbone française en particulier. Et vous avez également une autre possibilité pour donner un prix au carbone, qui est de mettre en place ce qu'on appelle un marché de permis d'émission négociable. C'est ce qui a été fait au niveau européen depuis 2005, quelque chose qu'on appelle le CEQE, le système, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, de quotas d'émissions, système européen des quotas d'émissions. Et donc ça, c'est un autre moyen très intéressant de donner un prix au carbone. Et ça pour l'instant, c'est quelque chose qui s'adresse aux entreprises, pas aux ménages. Comment ça marche? Bien, donc, je vous donne l'exemple du système européen, mais c'est général, hein, et ça marche toujours à peu près comme ça. Donc, l'entité qui met en place cette politique, en l'occurrence ici l'Union européenne, fixe un plafond global sur les émissions de CO2 pour une année donnée, ou pour une trajectoire pluriannuelle. Donc, dit, voilà, cette année, les émissions totales de l'Europe ne devront pas dépasser tant de millions de tonnes de CO2, milliards de tonnes, enfin bon, tonnes de CO2, gigatonnes de CO2, et distribue un montant de permis d'émission correspondant à ce plafond global. D'accord? Et comment est-ce que ces permis d'émission sont distribués? Ils sont soit distribués gratuitement, soit ils sont mis aux enchères. Et ensuite, les entités qui reçoivent ces permis d'émission, qui sont les entités assujetties à ce marché, peuvent les échanger entre elles. Donc, les entités qui pensent en avoir trop offrent sur le marché des quotas d'émission, des permis d'émission. Les entités qui n'en ont pas assez font une demande pour en acheter. Et donc, la confrontation de l'offre et de la demande sur ce marché permet l'établissement d'un prix. C'est vraiment le prix qui reflète, en fait, ce prix, c'est un prix du carbone, qui reflète, en fait, exactement le plafond, le quota, le plafond global hein, qui a été mis sur les émissions de CO2. Vous voyez bien que si le plafond est très bas, si la politique est très contraignante, le prix va être très élevé, et vice-versa. Les entreprises assujetties donc, à ce marché doivent détenir des permis d'émission, des quotas d'émission pour chaque tonne de CO2 émise dans l'année. Dans le cas de l'Europe, les secteurs concernés, c'est les secteurs très émetteurs de carbone, les centrales électriques, donc en particulier, les centrales à charbon et les centrales à gaz, et les industries intensives en énergie et exposées à la concurrence internationale, donc les raffineries, les aciéries, les producteurs de fer, d'aluminium, de ciment, de papier, de verre, la chimie, j'ai oublié, l'aviation civile pour les vols intra-européens. Et ce sont parmi ces secteurs les gros établissements, ce n'est pas les PME. Enfin, on n'a pas beaucoup d'aciéries, de PME, mais c'est les gros établissements. Ça fait plus de 11 000 centrales électriques et usines dans les 27 États membres de l'UE, plus l'Islande, Liechtenstein et Norvège qui participent à ce marché. Et ça couvre 41% des émissions de l'industrie européenne. Donc, c'est quand même assez global, assez important. Donc, le prix. Ça, c'est le prix. Depuis, excusez-moi, c'est pas très net. Bon, on voit bien la courbe rouge quand même. Depuis 2009, c'est le prix en euros par tonne de CO2. Donc, en 2009, enfin au début, là, 2009-2010, vous voyez que le prix était entre 30 et 10 euros la tonne de CO2. Pendant toute cette période-là, il était plus bas que 20. Ici, vraiment, pendant la période entre 2011 et 2018, il était vraiment très très bas, à peine plus grand que zéro. Puis il a recommencé à augmenter et ensuite il est devenu très élevé puisqu'ici en 2022 il a frôlé les 100 euros par tonne de CO2. Je vous rappelle que la taxe carbone est à la taxe carbone est à peu près là, 48 euros, donc 45,8 euros pardon.
donc, vous voyez que ce prix est très fluctuant. Il reflète à la fois donc la valeur du plafond, donc le fait que la politique climatique est plus ou moins costaud, plus ou moins contraignante, et puis il reflète également les fluctuations conjoncturelles en fait de l'Union européenne. Donc ce qu'on voit, c'est que, mais à part les fluctuations conjoncturelles, on voit quand même que l'Europe a augmenté très significativement dans les dernières années son ambition en matière climatique. Le plafond a été réduit régulièrement. On voit donc que le prix du carbone a augmenté en conséquence, hein, et que donc l'Europe, par ce biais, met pour les entreprises assujetties un prix du carbone qui maintenant est tout à fait conséquent. Voilà, donc en Europe, vous avez ça, vous avez à la fois, disons, en gros, pour les ménages, des taxes carbone, pas dans tous les pays, mais c'est le cas en France. Et puis, pour les entreprises assujetties, donc les gros établissements des secteurs dont j'ai parlé, vous avez ce marché qui établit également donc, un prix du carbone. Évidemment, pour un économiste, c'est un petit peu bizarre d'avoir deux prix du carbone différents. Pas égaux, donc, ce qui n'a pas vraiment de justification, hein, mais on a... En Europe, il n'était pas possible en fait de mettre une taxe carbone au niveau européen. C'est pas possible parce que ça requiert l'unanimité des pays européens pour voter une taxe carbone. Tandis que le marché qui est un instrument qui n'existait pas, qui a été inventé récemment, qui n'était pas prévu dans les traités européens. Donc personne n'avait marqué que ce marché, pour être mis en place, nécessitait l'unanimité. Donc il a juste été voté à la majorité. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là et pas une taxe. Voilà. Donc je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Ce que je voulais vous dire, peut-être pour terminer, c'est que l'Europe, donc dans les projets, enfin, dans la politique climatique actuelle, ce qu'on appelle Fit for 55, je vous en reparlerai éventuellement, a réduit donc le plafond des émissions chaque année de 4,2%. Donc c'est vraiment une politique climatique qui devient de plus en plus contraignante. Va inclure les émissions du transport maritime dans le système. A mis en place très récemment ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement aux frontières. Je vais y revenir 2 minutes. Et puis, a le projet de mettre en place, à partir de 2025, un deuxième marché ressemblant exactement à ce que je vous ai décrit pour les secteurs diffus, c'est-à-dire le transport et les bâtiments. Donc ça va être une révolution, si c'est vraiment adopté et mis en place, ça va être une révolution très importante en Europe. Donc, la mise en place de ce second marché qui va réguler en amont, en fait, le secteur des transports et le secteur des bâtiments. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais détailler un petit peu ça. Un mot sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et également de très nouveau. L'idée est la suivante. L'idée, c'est que on n'a pas envie de ruiner la compétitivité des entreprises européennes avec la politique climatique. Ce n'est pas le but du jeu. La politique climatique, c'est une politique pour le climat, pas pour ruiner les entreprises. Donc, quand le prix des quotas devient élevé, vous voyez que les entreprises européennes vont avoir un surcoût, en fait, dans leur coût de production par rapport aux entreprises d'autres régions du monde qui n'ont pas de politique climatique. Ça va imposer un surcoût, ça va faire augmenter leur prix, les entreprises assujetties à ce marché, d'autant plus que le prix du quota est élevé. Donc, pour pallier ce problème, pour pallier cette perte de compétitivité des aciéries européennes, de tous ces producteurs assujettis, l'Europe a mis en place ce mécanisme d'ajustement aux frontières qui consiste à faire payer aux importateurs, par exemple d'acier chinois. Si vous voulez importer de l'acier chinois, eh bien, quand vous allez l'importer en Europe, vous allez payer un prix du carbone qui est équivalent au prix du carbone sur le marché, sur le CEQE, l'année considérée, une moyenne de l'année considérée ou des derniers mois, je ne sais plus. Donc, la difficulté, évidemment, de ça, c'est quelle est la base sur laquelle vous allez payer ce prix. Vous pouvez très bien dire, OK, moi, j'ai produit mon acier en Chine, mais dans une aciérie extrêmement propre,
pas du tout carbonée. Donc, je ne veux pas payer ce prix du carbone parce que moi, ma technique de production n'est pas propre, est très propre. Pardon. Donc, il y a un gros problème de l'assiette, en fait, de ce mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc, l'Europe a fait des choses hein, a mis en place des dispositifs très récemment pour pallier ces problèmes, parce que donc, voilà, je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans les détails. Enfin, ce qui est important à retenir, c'est que on met en place ce mécanisme d'ajustement aux frontières pour protéger la compétitivité des entreprises européennes par rapport aux pays qui n'ont pas de politique climatique. Alors, ça ne va peut-être pas se passer si simple que ça, parce que, évidemment, les Américains et les Chinois ne sont pas du tout contents. Donc, est-ce qu'il va y avoir des rétorsions commerciales, etc. Bon, l'histoire va le dire. Voilà. Un mot de conclusion, et j'ai fini. Donc, mon avis sur tout ça, c'est que, en dépit des difficultés, la décarbonation de l'énergie est possible, la transition est possible. Il y a beaucoup de leviers, donc R&D, éducation, information pour changer les préférences individuelles et les normes sociales, politique fiscale, politique réglementaire efficace et surtout juste dans le partage des efforts dans la décarbonation, investissement public, finance verte, tiens quand même, un petit mot pour Patrick. Certains de ces leviers sont plus efficaces que d'autres, d'autres sont plus faciles à mettre en place. Je pense qu'il faut un mix de ces leviers articulés autour d'un prix du carbone. Je pense tout de même que le prix du carbone est indispensable parce qu'il faut quelque chose qui reflète l'émission du budget carbone qu'il nous reste à consommer et que sans un prix du carbone reflétant ceci, je pense qu'on n'arrive pas en réalité à effectuer cette transition et cette décarbonation. Merci beaucoup. Merci Jacqueline. On va passer maintenant la parole à Patrick qui va vous relayer ses questions et celles qui sont dans le chat. On va prendre le temps d'interagir. J'avais deux questions et puis on va prendre des questions des personnes qui sont exprimées dans le chat. Est-ce qu'un grand problème des normes par rapport à un prix du carbone et pas que le prix implicite des normes, le prix implicite du carbone qui résulte de l'application de normes est très différent d'une utilisation à l'autre. Si j'interdis les voitures thermiques, ça fait un prix implicite du carbone utilisé par les voitures thermiques très élevé. Et si j'ai pas des normes très strictes sur la construction, ça fait un prix implicite du carbone pour la construction très bas. Donc il y a une perte d'efficacité parce que le carbone n'est pas valorisé de la même manière dans les différents secteurs de l'économie. Est-ce que c'est pas un argument très fort en faveur d'un prix du carbone au détriment des normes? Et puis j'avais une deuxième question qui était est-ce que le problème de l'ajustement aux frontières n'est pas qui ne porte que sur les biens intermédiaires, hein, sur le ciment, l'acier, l'aluminium, l'énergie, etc. Et est-ce que ça ne crée pas une très forte incitation à aller produire les biens autres, par exemple les biens de consommation, à l'étranger? Bon, par exemple, si je produis des casseroles en Europe, au lieu de payer la taxation aux frontières sur les importations d'acier ou d'aluminium, je serais incité à fabriquer mes casseroles à l'étranger et à les ramener en Europe et elles ne supporteront pas une taxation quelconque liée au carbone. Et donc, est-ce que la taxe aux frontières ne se justifierait pas seulement si elle portait sur tous les biens et pas simplement sur les biens intermédiaires? Alors, je te relais aussi les questions du chat. Pourquoi les climato-sceptiques refusent-ils les conclusions du GIEC? Enfin, donc ça, bon. Comment mesure-t-on précisément les émissions de CO2 des différents pays? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, sur la voiture électrique? Est-ce que la voiture électrique, est-ce qu'on fait le bilan total du carbone émis par la voiture électrique et pas simplement le bilan émis par le carburant de cette voiture électrique? Et puis, vous avez la question qui revient des utilisateurs pauvres
lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport alternatif. Par exemple, si vous utilisez votre voiture dans la campagne, sans transport en commun, sans moyen alternatif de vous déplacer, est-ce qu'il n'y a pas, tu l'as évoqué, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de compenser ces utilisateurs pauvres de moyens de transport lorsqu'ils vivent dans des zones où il n'y a pas de moyens de transport alternatifs? Donc, je te livre en vrac toutes ces questions. Alors, sur tes deux premières remarques, c'est entièrement d'accord sur les deux. Ce qu'on appelle les coûts marginaux d'abattement sont très, très différents d'un secteur à l'autre, effectivement. Et c'est pas du tout certain. Si on met effectivement si on donne des réglementations de rénovation thermique des logements extrêmement strictes. Par exemple, imaginez, hein, je vais vraiment à un extrême très très extrême. Hein. Imaginez que ces normes soient tellement strictes qu'on décide de faire la rénovation thermique du château de Versailles. Vous voyez bien que ça va avoir un coût absolument monstrueux. Donc, c'est pas du tout comparable. Ça va avoir un coût bien plus élevé, un coût marginal d'abattement bien plus important que n'importe quelle taxe carbone qu'on pourrait mettre. Donc, il y a effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est un point qui est très très en faveur de la taxe carbone. Oui. Alors, il y a des travaux maintenant qui mesurent les coûts marginaux d'abattement dans les différents secteurs. On voit la très grande hétérogénéité. Ça, c'est certain. Sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, oui, c'est vrai aussi. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il vaut vraiment la peine de changer les circuits commerciaux, les chaînes de valeur, de les réorganiser tout ça pour échapper au prix du carbone, quand on est un importateur? Je pense que s'il devient vraiment très très élevé, oui, on observera des choses dans ce goût-là. Ceci dit, il y a vraiment un arbitrage entre la complexité du mécanisme qu'on met en place et puis ça, parce que ça peut devenir, si on avait décidé de mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières sur tous les biens, y compris le moindre t-shirt qui vient de Chine, on voit bien qu'en matière d'information, ça devenait totalement ingérable. En matière de bureaucratie européenne monstrueuse, c'était terrible aussi, quoi. Donc, il y a vraiment un arbitrage très, très difficile à faire là. Ouais, bien sûr. Alors, les climato-sceptiques, bon, je vous avoue que la psychologie du climato-sceptique me tape un peu. Parce que autant il y a 30 ans, peut-être, on pouvait dire il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas trop. Même maintenant, il n'y a plus d'incertitudes, en fait, aucune. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre le raisonnement, donc je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Sur les émissions de CO2, on a… alors, quels sont les instruments de mesure exacts? Par exemple, en France, on a un organisme qui fait ça, hein, qui s'appelle le CITEPA, qui donne chaque année des évolutions très très précises de CO2, donc des chiffres extrêmement précis. Donc, il y a les entreprises ça c'est différentes choses. Hein. Il y a les grosses entreprises, les gros émetteurs qui sont obligés de reporter, en particulier ceux qui sont assujettis au marché européen, sont obligés de reporter dans un registre leurs émissions. Alors, c'est surveillé. Hein. Pour les petits émetteurs, par exemple pour les émissions des voitures, on les calcule à partir de la consommation d'essence avec des coefficients d'émission moyens. Donc, il y a diverses méthodes techniques, hein, mais on arrive à le faire assez bien. Mais quelle est, par exemple, la fiabilité des données sur la Chine? Alors, oui, bon, là, c'est moins fiable. Il y a des données, il commence à y avoir des mesures par satellite, en fait, qui commencent à être d'assez bonne qualité. C'est ça qui permet d'avancer pas mal. Sur la voiture électrique, il y a aussi des études, bien sûr, qui montrent que les émissions au stade de la construction, de la production, donc en effet, sont élevées. Et que donc, il y a deux aspects. Même à supposer que l'électricité dans le pays soit décarbonée, parce que si l'électricité dans le pays n'est pas décarbonée, là, la voiture électrique, clairement, n'a aucun intérêt. Hein. Elle émet beaucoup à la production, et ensuite, si elle utilise de l'électricité fabriquée au charbon, autant continuer à mettre directement
du pétrole dans votre vieille voiture thermique. En revanche, si l'électricité est décarbonée, pour amortir, disons, les émissions à la production, il y a besoin que la voiture roule assez longtemps. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a besoin oui, c'est ça, de rouler beaucoup de kilomètres, quoi. Mais quand même, au final, elle devient plus avantageuse au point de vue des émissions que la voiture thermique. Il y a quand même, je crois que ça, c'est tout à fait bien acquis. Est-ce que j'ai oublié des questions? Non, je ne crois pas. L'avoir fiscal. L'avoir fiscal, oui, mais tu avais répondu en fait tu avais évoqué le problème des ruraux, par exemple, qui n'ont pas d'autre choix que. Ah oui, pardon. Oui, bah oui, c'est exactement ça. Vous avez on ne peut pas penser à mener un RER à chaque village, hein, clairement, ou un métro. Donc, clairement, il y a des endroits géographiquement, dans les campagnes en particulier, qui n'auront pas ou peu accès au transport en commun. Il peut y avoir des bus, mais enfin, c'est pas forcément très commode, etc. Et donc, quand on combine l'inexistence des transports en commun et la nécessité d'utiliser la voiture pour aller travailler et le revenu faible, là, très très clairement, il y a besoin de transferts compensatoires. Absolument. Très bien, merci beaucoup Kathleen, c'était vraiment magistralement expliqué. On va monter le replay qui va pouvoir servir d'outil de formation aux enseignants et moi-même en vous écoutant, je vais inviter mes étudiants à vous regarder. Alors pour clôturer cet échange, une petite page de publicité en vous donnant rendez-vous tous le mardi 4 juin de 17h à 18h pour un format Melchior M. On va continuer de discuter avec Patrick Artus, mais cette fois-ci sur quelle France en 2050, les grands défis en Europe et dans le monde. Je pense qu'on aura aussi quelques pages environnementales à tourner avec Patrick Artus. En vous renouvelant tous nos remerciements, Kathleen, et bonne soirée à toutes et tous qui nous avaient suivis. Merci Kathleen. Merci, c'était un plaisir. Bon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.